C'est bon? C'est impeccable. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'avoir accepté l'invitation, en effet, sur cette table ronde pour l'ensemble des participants. Nous sommes sur une table ronde qui va enchaîner sur la thématique métier, emploi, formation, avec aujourd'hui l'idée de se préparer au métier de l'encadrement en escalade. Et on a le plaisir d'accueillir en effet deux professionnels qui illustrent particulièrement des projets innovants qu'ils vont présenter et qu'ils vont développer dans le lien qu'ils avaient établi de par déjà les projets professionnels depuis le point de départ de formation jusqu'aujourd'hui, l'emploi qu'ils occupent, le métier et ce qui les anime. Nous avons aussi effectivement autour d'eux l'encadrement des CREPS qui contribue à cette formation, le DGEPS Escalade en milieu naturel. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir la secrétaire générale du SNAPEC, Nadia Royo-Kremer, qui est là aussi pour participer à la table ronde. Mais on va les laisser chacun se présenter un peu mieux. On démarre par Nadia ? Et bonjour, moi c'est Nadia Royo, donc je suis secrétaire générale du SNAPEC, c'est le syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon. Et on a 850 professionnels de l'escalade et du canyon. Et donc on participe en partenariat avec les CREPS et on suit de près les stagiaires en formation parce que c'est les futurs professionnels et nos futurs adhérents et adhérentes. Et bonjour, je suis Cécile Ringema, toute jeune monitrice d'escalade en milieu naturel. Du CREPS de Montpellier et on va parler entre autres aujourd'hui de mon projet de diplôme qui a été de féminiser le diplôme de moniteur d'escalade. Bonjour, moi c'est Florian Garibal, du coup tout fraîchement aussi diplômé du CREPS de Vallon. Et aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un projet pour repenser l'approche de l'escalade pour essayer de partir sans voiture, dans bus, vélo et train. Jean-Noël Crozat, donc sur le DE Escalade Milieu Naturel à Montpellier et donc responsable des formations et qui voit passer ces jeunes et ces beaux projets cette année présentés. Voilà. Allez, chers amis, sur l'espace. Sylvain Morin, donc coordo de DGEPS Escalade Milieu Naturel au CREPS de Vallon. Et donc en effet, comme Jean-Noël et David, on soutient ces projets qui sont novateurs en termes de déplacement, d'écologie, et voilà, qui rentrent dans une part importante du diplôme du DGEPS Escalade Milieu Naturel, puisque ça concerne quasiment 50% de l'ensemble du diplôme. Alors, le CREPS PACA est à l'animation, mais ceux qui sont à l'honneur, c'est les deux porteurs de projets qui, effectivement, vont peut-être présenter déjà un petit peu dans un premier temps. En fait, comment vous est venue cette idée ? Est-ce que c'était au cours de la formation ? Est-ce que c'était déjà une sensibilité particulière avant d'entrer en formation ? Est-ce que ça a déclenché une envie, une motivation particulière dans votre démarche ? Alors, ce qui est drôle pour ma part, c'est que le projet, il a presque démarré avant que je rentre au diplôme en formation, puisque parallèlement à ce que je fais en tant que monitrice aujourd'hui, je suis aussi préparatrice mentale sur Annecy. Et donc, il y a 3 ans de ça à peu près, j'ai fait un constat déjà au sein de mon cabinet en accompagnement mental que sur la majorité de femmes qui venaient me voir, il y avait une grosse partie qui était des grimpeuses, mais pas que. Et surtout, il y avait un discours ambiant qui revenait de j'ai un objectif, mais il y a systématiquement des blocages, des choses qui reviennent, je ne comprends pas, je ne me l'explique pas. Et vraiment un discours qui venait aussi bien, donc comme je dis, de grimpeuses, de sportifs, que de femmes qui avaient d'autres types de projets. Et parallèlement à cette activité-là, j'avais aussi des liens avec des amis qui étaient en formation pour devenir monitrice d'escalade, qui me faisaient part de comment elles vivaient leur formation, ou d'autres qui étaient déjà monitrices et comment elles vivaient leur métier de monitrice. Et j'ai été mise en contact via une amie DE avec Nadia et le SNAPEC pour essayer de faire quelque chose entre accompagnement mental et féminisation du métier de moniteur pour que ça prenne de l'ampleur à travers un projet concret. Donc effectivement, on voit déjà ce point de départ qui part d'une idée, comment de passer d'une idée à un projet.
et s'entourer de partenaires, hein, donc le SNAPEC. On a compris que la FFCAM était également partie prenante dans la suite de l'aventure. Il y a effectivement les CREPS qu'on a présentés. Et côté, du coup, deuxième porteur de projet, alors comment ça s'est passé ? Moi, ça vient aussi pareil que Cécile d'avant la formation. Moi, je suis toulousain d'origine. J'ai déménagé à Grenoble pour me rapprocher des montagnes, dans l'idée de plus faire 1h30 de route pour pouvoir aller grimper. Et en fait, le premier constat, c'est que je pouvais même m'affranchir de la voiture pour aller grimper. Et contrairement à tous mes copains et copines qui avaient grandi à Grenoble et qui avaient été éduqués sur le fait d'aller grimper en voiture, même en étant à Grenoble, j'ai commencé à me dire, en fait, je vais à Grenoble en vélo, c'est 5 km. Je peux aller grimper en vélo, c'est 5, 6, peut-être 8 km. C'est pas forcément faisable. Et du coup, au fur et à mesure des expériences, des sorties, j'ai de plus en plus de copains, copines qui sont venus avec moi pour découvrir et qui ont trouvé ça cool, qui du coup étaient motivés que je puisse partager ça à d'autres gens. Ça s'est formé sous la forme d'un blog en premier, sur lequel j'ai publié des sorties avec des comptes rendus de sorties, expliquer comment y aller, etc. Et en fait, en arrivant en formation, quand on nous a demandé d'avoir un projet structurant pour la discipline, avec une équipe, un budget, un planning, etc. Le projet était un peu tout tracé, d'essayer de porter cette voie et cette nouvelle mobilité à une autre échelle que Internet, et avoir un objet physique, en gros, qui puisse être retrouvable dans les librairies, dans les boutiques spécialisées, et qui puisse un peu dénoter de ce qu'on trouve aujourd'hui au Vieux Campeur, par exemple, où il y a beaucoup d'aventures qui sont loin et lointaines, et on ne parle même pas de la partie transport, en fait, de comment on y va, etc. Voilà un peu la genèse. Alors l'objet, on l'a, hein, il est là, effectivement, et c'est un ouvrage qui aujourd'hui est totalement diffusé et totalement apprécié par plusieurs personnes, y compris des gens qui sont en dehors de Grenoble, hein, largement. On parle d'objet, et en même temps, là, on parle aussi de valeurs, on parle aussi d'enjeux, on parle d'enjeux d'avenir. On constate notamment sur l'idée de se préparer au métier de l'encadrement en escalade qu'il y a un très très gros décalage peut-être qui ressort encore, parce qu'en escalade, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y a plusieurs pratiquants, plusieurs pratiquantes. Mais effectivement, quand on regarde les chiffres, ensuite, sur la prise de responsabilité, sur l'encouragement qui est donné sur les postes de dirigeantes, de dirigeants, sur les postes d'encadrantes, et bien là, malheureusement, on constate qu'il y a peut-être encore beaucoup de chemin à faire, hein, Cécile. Oui, exact. Pour parler très concrètement de chiffres, on est à peu près à 20% de monitrices d'escalade pour le restant de moniteurs en milieu naturel en tout cas. Alors il y a plusieurs initiatives qui existent, hein. On a effectivement sur le salon de l'escalade de belles initiatives qui sont présentées. Il y a, on le voit régulièrement dans les médias, des regroupements féminins qui sont proposés. Cécile, est-ce que tu peux préciser un petit peu, et avec Nadia, peut-être avec Jean-Noël aussi, comment aujourd'hui ont été pensées cette idée de cursus féminin sous tous ses aspects ? Voilà, son organisation concrète, son déroulement dans le temps, le nombre de personnes que ça concerne et les objectifs qui ont découlé justement de l'analyse que tu présentais tout à l'heure. Ouais. Déjà, c'est vrai que dans le process, il faut savoir que donc ça s'inscrit dans ce projet de diplôme qu'on suit pendant 1 an. Ça part d'un sondage, d'une prise d'informations de terrain jusqu'à la réalisation du projet. Et c'est passé par un certain nombre de solutions proposées avant d'arriver à ce résultat-là, qui est la création d'un cursus féminin préparant au test d'entrée de la formation du DGEPS en milieu naturel. Et dans ce sondage qui a été fait préalablement, ces constats que moi j'avais fait en cabinet, comme je vous disais, je les ai retrouvés dans les constats du sondage, et une majorité de monitrices faisaient état de leurs limitations, comme je disais, avant, pendant et après la formation. Sur les aspects concrets, du coup, qui ont découlé, voilà, peut-être, a priori, il y a déjà une action là, qui a été enclenchée, qui est en cours, et si je ne me trompe pas, qui a démarré en septembre, avec un fort taux de candidature, donc un succès dès le départ. Ouais, c'est ça. On a eu quasi 40 candidatures à traiter
fin août, septembre dernier. Donc beaucoup de femmes qui se sont montrées motivées à l'idée d'intégrer le DE. Ça montre quand même qu'il y a de la demande. Et toujours ce discours ambiant de comment je peux trouver un réseau de femmes pour le faire, pour me construire et pour constituer la fameuse liste de courses qu'on doit présenter à l'entrée en formation. Et le choix était drastique quand on a dû réduire toutes ces candidatures à 8-9 personnes, puisque pour pouvoir suivre de manière qualitative ces femmes, il faut pouvoir réduire le nombre. Donc on a 9 personnes. 9 personnes qu'on va suivre là sensiblement de septembre jusqu'à octobre prochain, de manière à ce que ça couvre aussi toutes les saisons, qu'elles puissent se préparer aussi bien à la salle, donc en vue des tests d'entrée préalables, donc le bloc et la voie, et aussi pour qu'elles se préparent, qu'elles aient les outils nécessaires pour la grande voie équipée et le terrain d'aventure, pour pouvoir, comme je disais, constituer leur liste de voies. Et c'est pas que ça, puisque l'idée aussi de ce projet, c'était de les accompagner techniquement, mais aussi que cette technique, elle soit portée et supportée par un mental solide, en fait, que justement la future monitrice ne garde pas un peu en arrière-pensée bon, je sais faire, mais quand même, ça suffit pas, je peux toujours mieux, et pouvoir s'asseoir sur leurs compétences, on va dire une bonne fois pour toutes, et être sûr de ce qu'elles font et où elles vont. Peut-être tu veux ajouter quelque chose, Nadia ? Oui, mais déjà en préambule, je vais dire que le syndicat reste très sensible aux projets qui vont faire les stagiaires en formation, parce que beaucoup vont aider à améliorer la profession, et surtout pour certaines choses, ils peuvent même influencer, en fait, les nouveaux professionnels peuvent influencer et sensibiliser les anciens, donc donner des idées aussi pour faire évoluer notre métier sur le terrain. Là, concrètement, donc, les 2 projets de Florian et Cécile ont été très touchants pour nous, parce que déjà le cursus féminin, en tout cas faire un projet pour aider à la féminisation de la profession, rentrait tout à fait dans nos valeurs et dans ce qu'on essaye de mettre en place ces dernières années. On constate en effet qu'on a encore peu de monitrices, malgré qu'il y a beaucoup de femmes grimpeuses. On voit beaucoup sur le terrain autour de nous des femmes qui aimeraient devenir professionnelle, mais en fait, elle le sent pas pour plusieurs raisons. Et donc, dans ce travail-là, quand Cécile est arrivée, c'était vraiment au bon moment. Donc, elle a commencé par faire une enquête où il y a eu plus de 300 réponses. Et cette enquête nous a permis surtout de comprendre quels étaient les freins. Parce qu'en fait, pour pouvoir mettre des actions en place, il faut surtout comprendre quel est le fond du problème. Aujourd'hui, il y a plein d'actions pour aider à la féminisation des pratiques sportives et aussi de la professionnalisation. Mais des fois, on ne comprend pas très bien les freins. Et donc là-dessus, ça nous a donné plein d'éléments pour pouvoir construire les contenus et les objectifs de ce cursus. Et comme elle a bien dit Cécile, l'important c'était de travailler sur l'aspect mental. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les femmes arrivent, se posent des questions pour aller vers une profession, pas avec les mêmes conditions psychologiques et affectives en fait que certains hommes. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de femmes. Donc, elles viennent déjà avec un désavantage. Et donc, le but de cette préparation, c'est leur donner la confiance et les outils pour qu'au moins elles viennent avec les mêmes conditions. Voilà. Après, la mise en place, donc on a fait déjà 2 stages. Et c'est très intéressant. Donc, on voit déjà une vraie évolution et on voit qu'il y a un vrai besoin pour ces femmes-là. Le but, c'est que d'ici 1 an, elles puissent candidater au test de sélection. Un complément peut-être de la part du CREPS ? Disons que ça fait ce système de formation avec ce dossier écrit personnel qui valide une grosse partie théorique du diplôme. Donc on voit que ça mène à des cas concrets de plus en plus et quelque chose de nouveau aussi, des thèmes nouveaux de l'activité. Il y en a sur l'environnement, il y a plus que le système initiation, perfectionnement, entraînement. Donc là, on dépasse un peu les critères habituels de formation. Mais par contre, ce qu'il y a pour la première fois, et notamment en partenariat donc, avec la FFCAM et le CREPS de PACA et Montpellier, c'est justement un suivi après la formation. D'habitude, on a une espèce de SAV avec nos stagiaires où s'il y a des soucis administratifs ou trouver du boulot, on répond présent. Mais là, c'est la première fois qu'on continue après le diplôme, après le parchemin, on continue avec
la diplômée maintenant, qui est plus stagiaire. Et même, donc on investit, puisqu'on fait participer des formateurs. Et donc, du coup, c'est une nouveauté pour nous et ça prouve donc qu'on dépasse de plus en plus le champ d'action de l'année de formation. Et on le voit aussi même, du coup, par rapport au thème de Cécile, on est en train de aussi renouveler et essayer de changer un petit peu les données de l'équipe de formateurs en prenant de plus en plus de femmes, parce que c'est une demande des autres stagiaires aussi, et pas simplement que le dossier de Cécile. Par rapport à ce qui est fait aussi par rapport à la marge d'approche et par rapport à l'accès aux falaises, on a de plus en plus de stagiaires qui ont des gros camions et qui vivent une année en camion. Mais là, pareil, les formateurs se mobilisent pour amener un 9 places, pour amener un système où on va se déplacer le moins souvent possible avec le véhicule tous les jours. On va plutôt stationner pas loin. Et même certaines formations sur Millau, avec le cordiste, avec l'entraînement, les stagiaires posent leur camion et après se déplacent à vélo pour leur journée de formation. Donc voilà, donc c'est comme je tenais le bouquin à la main, comme on voit que des sessions pour préparer le TEP féminin existent, et voilà, on concrétise des projets et ça c'est très beau. Tout à fait, alors peut-être un complément que le CREPS voudra amener sur ce dernier point. Hein. Un complément à Jean-Noël. Donc, ce qui est intéressant avec ces projets, donc cette nouvelle formule, elle a 14 ans. Ce qui est intéressant avec ces projets, c'est qu'à côté du disque dur qui fait sens dans l'escalade et qui est, je pense, transgénérationnel, c'est-à-dire les valeurs qu'elle porte, etc. Grâce à ces projets, on arrive à coller au plus près aux générations arrivantes et donc à avoir une dynamique d'activité qui soit toujours entre guillemets dans l'air du temps. Et nous, avec Jean-Noël, on est formateur depuis très longtemps. Et donc, ça nous oblige aussi à rester en adéquation avec les nouveaux grimpeurs, tout en amenant, ce que je disais précédemment, des choses qui sont pérennes sur vraiment ce qui fait sens dans l'activité escalade, au-delà du temps voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très frais et qui réalimente les réflexions et qui est à chaque fois à inventer. L'avenir n'est que à advenir. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, cette interaction entre les stagiaires et nous, quoi. Voilà. En effet, l'écart de génération. Et du coup, quand on prend la thématique, on va repasser la parole à Florian parce que se préparer au métier de l'encadrement en escalade, ça veut dire que si je rebondis sur vos propos les uns et les autres, les unes et les autres, l'idée, c'est aussi une personne qui voudrait se préparer là, depuis ses premiers pas, et qui commencerait à se dire, en fait, cette notion d'empreinte carbone, par exemple, que j'ai, dès le moment où, tout à l'heure, Cécile, tu parlais de constituer une liste, eh ben, ça nécessite plusieurs déplacements. Donc on l'entend dans la formation, mais on l'entend visiblement bien avant l'entrée en formation. Florian. Oui, exactement. En fait, faire la liste, ça nous demande quand même de pas mal nous déplacer selon où on habite. Et ça, c'est le premier impact des grimpeurs et grimpeuses sur la nature, en tout cas via l'impact carbone. Après, bien entendu, on peut avoir du dérangement de la faune, de l'érosion des chemins et abîmer la flore. Mais c'est vrai que pour faire cette liste, c'est quelque chose qui nous demande à nous, pratiquants, du coup, pas professionnels jusqu'à ce moment-là, de beaucoup se déplacer, que ce soit pour la météo, pour les conditions, pour l'orientation. Avec le changement climatique, l'été, on est obligé de chercher des faces nord et c'est pas toujours disponible partout. En hiver, chercher les faces sud. Et si on veut arriver à faire sa liste, c'est vrai que selon où on habite, ça peut nous demander vraiment beaucoup de déplacements. Et c'est pour ça que faire ce livre invite les gens à se questionner sur notre pratique de la montagne. Donc on est tous et toutes amoureux de la montagne, de ce qu'elle a la nature, tout ce qu'elle a à nous offrir. Et indirectement, en fait, en se déplaçant, on contribue à détruire petit à petit ce qu'on adore, en fait. Donc c'est un peu ce paradoxe de se dire j'adore aller en montagne, mais la manière dont j'y vais n'est pas propice à pouvoir continuer à le faire éternellement. Donc c'est pour ça que nous, on souhaite ouvrir la porte à cette question. Donc encore une fois, c'est pas dogmatique. L'idée, c'est pas se dire que demain, on passe de 100% voiture à 0% voiture. C'est commencer à tester, que ce soit d'abord avec des petites sorties proches de chez nous, à remplacer la voiture par un bus, par un tram, par un vélo, par un train, selon là où vous habitez.
et se rendre compte qu'est-ce que ça nous apporte aussi à nous. Moi, pour parler de moi, ce que ça m'apporte, c'est aussi me rendre compte de l'énergie qu'on utilise en prenant une voiture pour pouvoir se déplacer. Quand je fais 10 km à vélo, évidemment, je ressens de la fatigue que je ne ressentirais pas si j'étais en voiture. Ça, c'est clair, net et précis. Et encore, au fur et à mesure que je vais le faire, cette fatigue va être moins présente comme en escalade, comme dans tous les sports. On s'habitue à l'effort. Mais par contre, ça me fait me rendre compte que si je prends la voiture, c'est toute cette énergie que j'utilise, qui est du pétrole en fait, et qui est complètement invisible quand je prends la voiture, que je n'utilise pas du coup en prenant le vélo. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper important. Et au-delà de l'aspect carbone dont tu parlais, David, il y a aussi de ce dont on parle dans le livre, ce qui est l'emprise au sol. Donc une voiture, c'est une emprise au sol de 3-4 mètres x 2 mètres, et ça va utiliser de la place, surtout quand on va se garer. Et ça peut être aussi une cause de fermeture de sites d'escalade et de conflits avec les riverains et riveraines dans des sites qui sont très, très fréquentés. Donc Presles, par exemple, a créé des parkings qui font la taille d'un parking de site d'escalade, tout ce qu'il peut y avoir de classique. Ça n'est pas sur un parking de hyper grande surface. Et pour autant, il y a quand même des incivilités de parking qui sont constatées à droite à gauche. Et c'est le cas dans des secteurs autour de Grenoble aussi. Et ça peut amener derrière à des fermetures. Et c'est tout ce que nous, en tant que professionnels, on ne souhaite pas, autant pour notre pratique professionnelle que pour notre pratique personnelle. Donc c'est vrai que si on veut continuer à pratiquer sur le long terme, en tout cas en falaise, il faut arriver à se questionner sur notre manière de pratiquer. Et la voiture et le déplacement en est une. Alors, découvrir, progresser, performer, Jean-Noël, là, je crois qu'on touche des sujets en lien avec nos deux axes qui ont été développés, les deux projets, et notamment celui de Florian et Cécile. Ouais, mais Florian, j'y pense maintenant parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps La Montagne, la revue de la FFCAM. Et on pourrait décliner ce que tu es en train de dire beaucoup plus loin, où il y a pas mal de grimpeurs et de montagnards, hein, même pour faire un sommet, qui visent peut-être plus la photo qu'ils vont faire avec leur portable et diffuser sur les réseaux sociaux que voir de quelle manière ils vont approcher et venir à vélo, comment ils vont profiter de la nature et peut-être photographier plus la nature que sa tête au sommet ou dans la voie. Et l'article, il est sur plusieurs pages, il est très intéressant sur cette évolution entre guillemets des pratiques, ou peut-être ton bouquin et puis ce genre d'article va nous faire revenir à des notions. Je partage un moment avec d'autres personnes et je profite de la nature et pas forcément balancer une photo ou dépenser du gasoil, quoi. Alors on parle d'éducation là, tous, et on parle de déontologie aussi, donc dès la préparation au métier et ensuite comportement tout au long de la vie du professionnel ou des différents élèves que nous avons. Oui, tout à fait. Et ce que disait Jean-Noël par rapport à l'article, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est tous inspirés aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, parce qu'on voit. Et les professionnels, autant grimpeurs, grimpeuses, athlètes que professionnels en tant que pro, en tant qu'encadrement, on porte une responsabilité, en tout cas de mon point de vue, de montrer une autre manière de pratiquer. Et c'est ce que fait notamment Éline Leménestrel et Pablo Recourt, Seb Bert, plein d'athlètes professionnels qui sont engagés pour ça, pour montrer une autre manière de pratiquer et qui vont rendre ça désirable, enviable et aussi redéfinir la performance. Donc aujourd'hui, enfin jusqu'aujourd'hui en tout cas, beaucoup de performances étaient limitées je ne sais pas si c'est le bon terme, mais était la cotation pure de l'escalade. Et là, l'idée, c'est de redéfinir, via un concept qui a été créé par deux grimpeuses allemandes qui s'appelle l'EcoPoint, de prendre en compte l'approche en amont de la performance d'escalade en elle-même et de dire que cette approche est autant valorisable que la grimpe en elle-même. Donc, à l'exemple de Seb Bert qui a grimpé le downwall en traversant l'Atlantique en bateau. Donc là, on est sur un stade un peu avancé de la mobilité douce, mais il y a d'autres stades plus raisonnable, on va dire, plus à la portée de tout le monde de pratiquer ça. Et ça donne quand même, ou par exemple Seb Bert et Hugo Parmentier qui ont fait les 107A à Blo. Donc c'est une performance qui est hyper locale et pour autant qui est ultra remarquable parce que pour celles et ceux qui ont déjà grimpé à Blo, faire un 7A c'est bien, en faire 100 dans la journée c'est absolument inimaginable. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est des choses qui sont hyper intéressantes de redéfinir cette performance et pas juste valoriser la cotation en elle-même pure, mais vraiment l'ensemble de la pratique. Alors, une personne qui vous réunit tous les deux sur les thématiques, par exemple, c'est Nolwenn Berthier récemment,
qui a fait un très très bon article et qui indiquait qu'en effet, au-delà de la performance, au-delà de la pratique, il y a aussi cette capacité à connaître le milieu, à s'intéresser. C'est une femme emblématique, très très performante, remarquable et qui effectivement a une approche ouverte de l'éducation et de la pratique. Et du coup, Nadia, alors en tant que syndicat, là on est en train de parler d'avenir des professionnels et du travail que peuvent représenter à la fois cette nouvelle génération, mais une inspiration pour toutes les futures générations. Et aussi, ça a été témoigné dans cette table ronde, une remise en question parfois aussi pour adopter d'autres comportements, créer des ruptures avec des mobilités douces qui n'étaient pas forcément envisagées, une meilleure tolérance, une meilleure ouverture. Travail sur le manifeste de l'escalade qui avait été réalisé, par exemple, il y a quelques temps et qui a été diffusé dans le magazine Grimper, s'illustre avec une déontologie particulière. Mais celle du SNAPEC, je crois aussi, et des différents syndicats s'intéressent de près à ça. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que le projet de Florian nous a paru très intéressant et on l'a aussi soutenu. Cette fois-ci, plutôt en faisant une communication auprès de nos adhérents et nos réseaux. Et en fait, côté professionnel, en effet, on est de plus en plus de questionnements sur notre manière de travailler. Nous, on fait beaucoup de déplacements aussi en tant que professionnels. Nos élèves, nos publics, nos clients font beaucoup de déplacements pour se déplacer aux falaises. Et donc, il y a de plus en plus de questionnements là-dessus. Mais c'est vrai qu'on manque encore d'outils et on manque encore d'actions concrètes sur le terrain. Donc, on est vraiment au début de cette remise en question. Et c'est pour ça que des projets comme celui qui présente Florian peut donner des idées. Mais voilà, c'est encore plus complexe côté vraiment encadrement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le syndicat soutient les projets de manière différente. On fait les projets des stagiaires. Des fois, on va être tuteur ou tutrice des stagiaires et vraiment, ça va être un projet porté par le syndicat. Et des fois, simplement, on va pouvoir les conseiller ou profiter du réseau aussi qu'on a pour qu'eux puissent diffuser leurs questionnaires ou leurs produits. Côté cursus féminin, on a souhaité porter ce projet de manière collective avec les CREPS et la FFCAM parce qu'on pensait que pour pouvoir toucher un plus grand nombre de femmes, mais aussi pour que ce projet soit vraiment légitime, vu que ça va les préparer pour aller vers un cursus professionnel. Et donc, la FFCAM, elle est vraiment alignée avec nos valeurs. Nous, on est alignés avec leurs valeurs. En tout cas, on les partage. Et le SNAPEC, elle est affiliée FFCAM. Donc, du coup, ça avait du sens de le faire ensemble et le porter ensemble. Voilà. Et donc, les CREPS, leur manière de participer, c'est de mettre à disposition des formatrices. Donc, des formatrices qui forment déjà au sein des CREPS. Et comme ça, elles peuvent vraiment faire le lien et préparer au mieux les filles. Donc c'est hyper important ce partenariat-là. Et ça met en valeur aussi pour nous des femmes qui peuvent être valeur d'exemple pour des futurs professionnels en utilisant les formatrices. Effectivement, là, on essaye de créer la voie et l'inspiration. Et en même temps, je pense qu'on arrive à un moment de notre table ronde où il serait bon peut-être d'aller vers une synthèse et de se dire quels conseils vous donneriez peut-être aux jeunes générations, mais là je parle des toutes jeunes générations, c'est-à-dire une jeune fille de 10 ans, là, un jeune garçon de 10 ans là, qui regarde peut-être à un moment donné sur le salon de l'escalade un bloc, un prospectus avec passion, avec une envie, et qui se dit peut-être qu'un jour, moi aussi, je rêverais de rejoindre les métiers de l'encadrement en escalade. Voilà, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil finalement à toutes les personnes peut-être qui doutent, qui n'osent pas, ou qui se disent est-ce que je dois vraiment me remettre en cause sur ma manière de fonctionner aujourd'hui? Est-ce que c'est marquant? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'oser aller chercher du réseau. C'est ce qu'on essaie de créer à travers ces projets-là, c'est de donner de la visibilité sur des choses dont on est tous intimement convaincus, enfin en tout cas les personnes ici présentes individuellement, et c'est plus ou moins facile d'accès. Donc déjà de soi-même, se dire si j'ai cette intention-là, c'est que d'autres doivent l'avoir aussi. Et voilà, d'essayer de... Ça passe bien sûr par les réseaux sociaux, mais les clubs alpins aussi. Il y a plein de manières de le faire, mais d'avancer vers cette intuition dans le collectif. Merci, en effet, ça c'est très encourageant. Il y a des femmes d'exception qui sont là sur le salon avec des projets, des talents, des performances extraordinaires.
Ça va de Catherine Destivelle en passant par Manon Illy hier qu'on voyait. Donc oui, je crois qu'on a largement de quoi s'inspirer en effet avec des grandes passions là, pour aller, pourquoi pas, vers les métiers. Florian, ton conseil, ce serait quoi? Moi, mon conseil, ce serait de pas tout prendre pour acquis ce qu'on nous apprend les générations passées, parce que le monde évolue et en gros, essayer de déconstruire un peu ce qu'on nous apprend et en tout cas avoir un esprit critique de ce qu'on nous transmet pour essayer de l'adapter avec les nouvelles problématiques qu'on a et qu'on fait face. Celles d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes de celles de demain, qui n'étaient pas les mêmes que celles d'hier. Et donc, du coup, vraiment rester, comme disait Sylvain, à jour de ce qui se passe et essayer d'avoir vraiment cet esprit critique de comprendre pourquoi on fait ça et comprendre quel impact ça a. Donc c'est pas toujours facile, mais comme disait Cécile, aller chercher des informations, il y a beaucoup d'associations qui militent pour la préservation de la planète, pour la préservation des sites d'escalade aussi, que ce soit pour les problématiques foncières, d'environnement ou etc. Donc ça c'est vraiment essayer de se questionner sur notre pratique et aller chercher du réseau aussi, je reviens sur ce point-là, mais vraiment garder cet esprit critique. Alors quand on dit le réseau, on va se tourner en effet déjà vers les autres participants de cette table ronde, mais il y a toutes les fédérations, il y a effectivement des tas de personnes individuellement qui représentent aussi des tas de belles initiatives. Mais justement, peut-être côté CREPS, côté syndicat, les réseaux, vous pouvez préciser un petit peu? Alors moi, avant de parler des réseaux, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, en sachant que l'escalade, en plus, c'est une activité qui naturellement fait un pas de côté par rapport aux activités classiques sportives, puisque c'est une activité disruptive, hein, qui a pris essor dans les années 60-70 et où justement ces problèmes de féminisation, ces problèmes d'ouverture à l'autre et en tout cas ces problèmes de non-enrégimentement comme pourrait l'être par exemple la gymnastique avaient déjà été promus vraiment très haut. Donc ça me semble intéressant alors même que c'est une activité qui est de plus en plus marketée et mise en effet et soumise au marché sous plein de formes. C'est toujours intéressant qu'elle garde cet ADN en structure, à savoir que c'est une activité qui peut être porteuse des évolutions, du changement, de l'acceptation de l'autre, des mobilités douces. C'est quand même une activité qui est une activité physique de pleine nature, telle qu'on l'appelait avant. Et donc, il faut garder cet ADN, ça me semble important. Et enfin, pour l'inspiration, il faut quand même parler de Yanya Gambret, qui est une athlète hors du commun, hein, dans la lignée de Adam Ondra, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais de personne stratosphérique et qui a le niveau des hommes. Et c'est assez rare pour le signaler que dans les niveaux sportifs, on est à ce point un niveau corrélé femmes et hommes. Il n'y a quasiment pas d'écart et il se trouve que, hélas, comme dit Florian, peut-être qu'elle est sujet à une espèce de frein mémorial, je ne sais pas comment on peut dire, qui fait qu'elle ne va pas dans les voies les plus dures, mais qu'elle pourrait, je pense, on est tous d'accord partout en fait, faire les voies les plus dures actuellement qui existent sur la planète Terre, à savoir il y a 3 9C, on est tous persuadés qu'elle est capable d'en faire un. Voilà, et donc ça c'est vraiment une inspiration forte. Voilà. Et puis enfin, pour revenir au niveau des CREPS, nous, notre position, c'est d'essayer de féminiser le plus possible notre encadrement. Mais malgré tout, on a quand même notre berceau initial qui est, comme tu disais, 20-80 hein, en tant que professionnel à recruter. Mais on va faire quand même un choix privilégié sur un encadrement systématiquement féminin, notamment dans des stages qui vont être des stages à engagement important et où justement, ça nous semble important que ces engagements importants soient représentés, si possible, autant par des femmes que par des hommes et que les femmes ne soient pas justement dans des rôles où souvent on va les retrouver, mais à contrario. Et ça, c'est un choix délibéré que nous faisons. Tout à fait, on parle bien là de compétences et je crois que de la même manière qu'on parlait de performances de haut niveau, on peut parler de compétences professionnelles qui sont tout à fait souhaitables et essentielles d'ailleurs avec une mixité à tous les niveaux. Nadia. Oui, moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas se mettre de barrières et aller au-delà de ses croyances. Donc c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et je pense que tous ces projets qu'on lance de plus en plus permettent d'inspirer et d'aider les gens en fait à vaincre ces barrières-là.
à aller au-delà de ce qu'on croit. Et côté SNAPEC, on essaye aussi d'aller vers la mixité. Donc aujourd'hui, moi, je suis à la tête d'un syndicat, donc une femme. C'est quelque chose d'important aussi parce que ça permet aussi à d'autres femmes de vouloir s'investir au syndicat. Donc maintenant, on est 6 femmes au niveau du comité syndical, des élus, quand avant, il y en avait une. Donc ça permet aussi de peu à peu s'ouvrir et vaincre ce que je disais un peu, ces freins qui font que des femmes ne font pas le pas. Et des projets comme ça permettent aussi de donner envie à d'autres d'en faire. Par exemple, maintenant, il y a une stagiaire cette année qui commence le DE Canyon. Elle est dans le cursus. Elle est venue vers nous, vers le SNAPEC, pour dire en fait, j'aimerais aussi mettre en place un cursus de préparation féminine pour le DE Canyon, où elles sont encore moins nombreuses. Donc, ça permet aussi qu'il y ait d'autres initiatives et ça encourage aussi à peut-être... dans le futur, faire vraiment des grands pas. Pour l'instant, on fait des petits pas, mais on espère faire des grands pas à un moment donné. Eh bien, effectivement, là, on a peut-être maintenant les dernières minutes de notre table ronde et on va peut-être donner juste quelques pistes concernant les réseaux dont on parlait. On a déjà donné là plusieurs pistes, mais il est vrai que peut-être on peut citer aussi quelques associations emblématiques, quelques actions emblématiques qui sont portées. Dans le droit fil du sujet que nous traitons ensemble. Bon, il y a par exemple des associations comme Greenspeed qui travaillent depuis un bon moment effectivement sur le sujet et qui poursuivent et qui embrassent différents projets réguliers. Et il y a l'association Grimpeuse qui effectivement est à l'origine de plusieurs femmes emblématiques, Caroline Ciavaldini notamment, mais d'autres professionnels qui l'ont rejointe. Voilà, tout ça c'est le réseau, je crois. Vous voulez citer peut-être d'autres partenaires ou d'autres pistes qui pourraient conclure et orienter la suite de notre table ronde pour toutes les personnes qui nous regardent, nous écoutent avec attention. Ouais, si je me permets de rajouter Mountain Wilderness, qui est l'asso la plus avancée, on va dire, dans le développement des mobilités douces. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont une campagne changée d'approche. Donc pour beaucoup qui est passé entre les mailles du filet, qu'on n'a peut-être jamais entendu parler. Mais ça fait 20 ans qu'ils portent la voie de repenser notre pratique de la montagne. Et tout récemment, en juillet dernier, ils ont sorti un kit qui s'appelle le kit changé d'approche, qui est à destination des clubs, des crêpes, des centres de formation, des salles d'escalade, de tout organisme en fait qui travaille avec la montagne pour inviter et donner des billes à changer d'approche. Donc ça peut être expliquer comment organiser une soirée mobilité douce, des pistes de films à projeter en mobilité douce. C'est tout un tas d'outils, aussi du plaidoyer pour essayer d'accompagner les gens à faire du plaidoyer auprès des communes pour des infrastructures cyclables, pour des arrêts de bus, pour des lignes de bus. Donc c'est vraiment une asso qui est hyper investie sur ces questions-là. Et elle travaille de front avec Protector Winter, du coup, qui est une association internationale qui, eux, sont vraiment concentrés sur le plaidoyer à l'échelle française et européenne pour le déploiement, le développement de ces mobilités. On a donné beaucoup de pistes, on a échangé effectivement et on a porté là du contenu qui est tout à fait porteur d'espoir. Merci à tous et à toutes pour la participation active à cette table ronde. Et puis on souhaite effectivement tous les vœux 2026 à la suite de ces projets, puisqu'on est en début d'année, on peut se le permettre, et au Salon de l'Escalade également. Merci à tous et à toutes. Merci.